Ainsi donc, la France se rétracte. La France se rétracte ou pour autant dire, elle reprend sa taille normale, tel un crapaud buffle. C'est hallucinant de voir comme elle a pu se tenir aussi longtemps en apnée, euh, vivant dans le mensonge et le déni de l'humain. La France est toujours posée en champion des droits humains, euh, qu'elle porte partout en bandoulière, ou qu'elle arbore, quelquefois je pense, en cache-sexe. Mais même ces droits humains, elle les a foulés aux pieds et jetés par la fenêtre en reconnaissant une immunité fantôme au boucher de Tel Aviv, synonyme, dirais-je, de licence de massacrer du Palestinien, pour autant que ses intérêts sont saufs au Liban. C'est la France que nous connaissons. Celle-là même qui n'a jamais su se grandir, s'élever au-dessus de ses intérêts mesquins par lesquels elle justifie ses crimes les plus odieux, tels que le massacre de Tiaroy qu'elle vient de reconnaître juste il y a quelques jours, après 80 années de mutisme et de faux fuyants. Elle n'a jamais su être la France de Lamartine, disons, ou de Baudelaire, de Voltaire ou encore, dirais-je, de Victor Hugo. La France, dans le roman de Jean Ikele Madiba, intitulé Cette Afrique-là, le narrateur, moment je pense, nous disait que des 3 colons qui sont passés par le Cameroun, la France porte le bonnet d'âne de la barbarie, pourrait-on dire. Car les Allemands et les Anglais exploitaient avec rigueur et pragmatisme, tout en préservant un minimum de dignité humaine. Quant à la France, elle ne se contentait pas seulement d'exploiter les Camerounais de façon inhumaine, mais elle se plaisait à les rabaisser, les ridiculiser, les infantiliser en s'en moquant. Bref, il les déshumanisait comme il le faisait partout ailleurs dans leurs colonies qu'ils possédaient en Afrique et ailleurs. La France, comme d'autres colons, est venue chez nous. Par endroits, elle a été accueillie à bras ouverts, avec de larges sourires. Mais elle a pris notre gentillesse, notre humanisme, pour de la naïveté. Elle a pris notre joie de vivre pour de l'infantilisme. Et par endroits, j'imagine, nos aînés ont tout de suite vu en elle un suppôt du diable. Et même là, ses bottes à la porte, baïonnette en l'avant, mousquet et canon en appoint qu'elle s'est imposée. Volant, violent, déshumanisant tout en passage, elle n'a jamais su sortir de ce carcan diabolique. C'est pourquoi d'ailleurs, notre aîné Aimé Césaire a déclaré dans son discours que le rapport colonisateur-colonisé est un rapport figé. Car, disait-il, entre colonisateur et colonisé, il n'y a de place que pour la corvée. L'intimidation, la pression, la police, l'impôt, le vol, le viol, le mépris, la morgue, la méfiance, la muflerie, des cultures obligatoires au temps, arachide, coton, banane, que sais-je, des cultures obligatoires des élites décérébrées, encore aujourd'hui, des masses avilies, ma foi. Aucun contact humain, nous disait Césaire, mais des rapports de domination et de soumission qui transforment la France, le colon donc, en pion, en adjudant, en garde-chiourme, en chicotte. Et l'homme indigène que nous sommes depuis alors, depuis toujours jusqu'à aujourd'hui, en instrument de production. C'est comme ça que la France a toujours vu ce rapport. Et quand elle nous parle des termes comme aide au développement, partenaires bilatéraux,
Ce ne sont que là que des leurres pour un masque humain, j'allais dire, pour embobiner, pour, endormir, subjuguer. Mais c'est un masque qui cache mal le visage diabolique de la domination et de l'exploitation inhumaine, empreinte d'hypocrisie. Césaire a alors posé son équation que nous connaissons tous: colonisation égale chosification. Il s'en fout de nous. La France se moque de nous. Elle n'a dit que pour ses intérêts. Colonisation égale chosification. C'est pourquoi quand Césaire entendait la tempête et qu'on lui parlait de progrès, de réalisation, de maladies guéries, de niveau de vie élevé au-dessus d'eux-mêmes, lui parlait de sociétés vidées d'elles-mêmes, de cultures piétinées, d'institutions minées, des terres confisquées, des religions assassinées, de manuscrits artistiques anéantis, d'extraordinaires possibilités supprimées. Et quand on lui lançait à la tête des faits de statistiques, de kilométrage de routes, de canaux, de chemins de fer, lui parlait de milliers d'hommes sacrifiés au Congo-Océan. Il parlait de ceux qui, à l'heure où il écrivait ces lignes, étaient en train de creuser de la main le port d'Abidjan. Pour profiter à qui? Il parlait de millions d'hommes, nos frères et sœurs, transplantés un peu partout dans le monde, à qui on a arraché à leur Dieu, à leur terre, à leurs habitudes, à leur vie, à la danse et à la sagesse. Mais Césaire parlait aussi de millions d'hommes, ceux-là restés en Afrique, à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir des enfants de l'Afrique qui empruntent la mer ou le désert pour chercher un meilleur avenir, le larbinisme de nos chefs d'État valets qui, jusqu'à hier encore, semblaient agir sous la coupole de la France. Mais aujourd'hui, je pense que le vent semble avoir tourné. Le vent semble avoir tourné et bientôt, ce ne sont pas les Africains qui ont peur. C'est la France qui aura peur, qui va trembler, qui va se sentir inférieur et peut-être même qui va s'agenouiller, le cœur lourd de désespoir. Et enfin, nous allons reprendre notre liberté et notre souveraineté vis-à-vis d'un colon qui, semble-t-il, ne va jamais changer.